Bonsoir à toutes et à tous. On va peut-être, et pas seulement peut-être, on va commencer tout simplement avec notre deuxième rencontre autour de MacBlock, donc la voix au chapitre spécial autour de MacBlock. Donc on avait déjà commencé en octobre dernier sur les appartements, sur l'appartement familial de MacBlock. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur si je vois bien sa thèse, donc Roi et Serre, un chapitre d'histoire capétienne, qui était rassemblé, mais vous deux, vous allez nous dire ça beaucoup mieux que moi, avec d'autres textes complémentaires. Et il y aura d'autres voix au chapitre consacrés à MacBlock dans les semaines et mois qui viennent. Donc on est très heureux d'organiser tout ça en amont de l'entrée au Panthéon de MacBlock. Donc comme d'habitude, alors vous voyez c'est un peu spécial aussi parce que l'auteur n'est pas là, tout simplement. Donc voilà. Et donc on a nos deux commentateurs de cet écrit de ces écrits de MacBlock. Donc, je peux peut-être dire, sans être trop provocateur, qu'il y a là à la table Naples et Rome. On peut dire ça peut-être comme ça. Donc on va peut-être quand même commencer avec disons la nouvelle capitale, n'est-ce pas, donc avec Rome. Alors Paolo Napoli ici de mes côtés. Pardon ? Lui, il vient de Rome. Oui, tout à fait, c'est ça, bien sûr. Ben ça se voit, non ? Donc, alors, Paolo, donc, qui est notre collègue directeur d'études ici à l'EHSS, juriste et historien du droit. Donc sa chaire a cette belle intitulation Corpus Juris Administrationis, histoire des catégories et des pratiques normatives. C'est sa chaire. Donc, il a travaillé, Paolo Napoli, sur, bon, je dis ça de manière succincte, bien sûr, donc la naissance de la police moderne, ça n'a rien à voir avec les CRS, donc c'est plutôt la police au sens ancien de l'ancien régime, qui dans le monde germanique s'appelle Polizei avec EY. Il a travaillé sur Foucault, sur la normativité et la casuistique, les règles monastiques, bref, sur le terrain propre et spécifique au droit, un terrain tout à fait empirique, le procès avec ses formes, opérations, logique et argumentation. Reste le charisme, me semble-t-il, ce que j'ai découvert, à vrai dire, parce que je savais que tu as fait un séminaire sur le charisme, mais je ne savais pas que tu étais en train, déjà depuis un certain temps, d'écrire sur le charisme, donc un livre qui va sortir dans quelques semaines, Charisma, si je prononce bien. Donc on passe à Naples, donc Alessandro Stanziani, historien et économiste, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'école. Donc sa chaire s'intitule Histoire globale des régimes économiques 17e, 20e siècle. Donc Alessandro a travaillé sur plein de choses, donc l'économie en Russie, 1870-1930, sur l'alimentation, le capitalisme comparé, l'océan Indien et les esclaves, les navigateurs marins et les migrants, les métamorphoses du travail, les guerres du blé. Bref, une histoire économique internationale mondiale. On a convenu plus ou moins que c'est Alessandro qui va commencer et après Paolo enchaînera et il y aura une discussion avec vous bien sûr. Et il y a un pot ? Oui, il y a un pot, donc il y a aussi un pot après. Et voilà, donc Alessandro, je t'en prie. Bon, merci beaucoup pour m'avoir invité. Je ne sais pas s'il faut vraiment remercier, vous vous rendrez compte. Moi, j'imagine donc cette... mal levé, voilà. Ça commence. Vous voyez, Naples, Rome, chaque fois, je vais...
Donc, alors, j'imagine plutôt comme une conversation avec vous, parce que comme vous le savez, c'est un scoop. Je ne suis pas médiéviste et du coup, je commence par cet élément-là. Et donc, je vais donner quelques pistes que j'aimerais bien discuter après avec des gens beaucoup plus compétents que moi, et certains sont présents dans la salle. Alors, je dois avouer que je n'avais jamais lu cette thèse auparavant. Je l'ai lu pour cette rencontre. Je connaissais d'autres travaux de Marc Bloch, je vais y revenir sur le servage, mais pas cette thèse. J'ai lu quelques commentaires, déjà de l'époque, considérés comme une thèse pas tout à fait aboutie. Et puis ensuite, il a été, comme arrive parfois, souvent, récupéré, influencera les travaux sur le servage, on va voir pourquoi et comment. Alors, la chose importante est d'abord, la nouveauté, d'après ce que j'ai compris, ce que je comprends, c'est que, à la différence des travaux dès l'époque, il ne met pas l'accent sur les textes normatifs pour expliquer le servage. Autrement dit, il y avait déjà évidemment une historiographie importante. Cette historiographie, en partie liée au droit, était fortement focalisée sur les obligations et les droits, les obligations des serfs et les droits des seigneurs, en mettant l'accent donc sur les aspects normatifs, beaucoup moins sur les pratiques, ou comment on le dit de nos jours, sur la manière dont les acteurs s'approprient du droit, s'approprient des normes. Donc c'est un point central parce que c'est par ce biais-là qu'il parvient à offrir une image nouvelle du servage. Pourquoi ? Première chose, si on partait des pratiques, alors on a à chaque domaine son servage. C'est un point absolument central, c'est-à-dire le servage n'est pas une institution centralisée, elle est totalement décentralisée, et il y a une manière de pratiquer et de concevoir le servage, de négocier les normes qui changent d'un domaine à l'autre. À partir de ce constat, il y a une implication, je pense, importante. Primo, et que j'avais retrouvé en Russie, on va y revenir. Si le servage n'est pas institutionnalisé par l'État, alors comment arriver à expliquer dans des dynamiques historiques relativement longues cette coexistence pendant la même période, en même temps, de ce qu'on appelle une constitution, une centralisation des pouvoirs régaliens, y compris de l'État, avec une décentralisation forte de ce qu'on appelle le servage. C'est-à-dire ces deux processus de centralisation et décentralisation vont ensemble et agissent en même temps. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que d'un point de vue d'un non-médiéviste, mais c'est un sujet qui probablement me vient de mes autres terrains, c'est que dans la plupart de l'historiographie, on parle de quelque chose qu'on appelle centralisation et décentralisation des pouvoirs, sans trop réfléchir à ce que ça veut dire en concret, c'est-à-dire on centralise et on décentralise quoi ? Alors, et je pense que c'est ça l'élément important à discuter. Alors, l'impression par rapport donc aux obligations et aux droits des paysans serfs est il y a des négociations à l'échelle du domaine autour de certains droits qui en principe sont présentés comme des droits centralisés. Par exemple, la fiscalité et le recrutement. Ça, c'est encore décentralisé. Et encore plus par rapport aux obligations des serfs. Et donc, le nœud qui reste est comment on conçoit et quel type de centralisation on peut évoquer. Je vous rappelle que, par exemple, pour ce qu'on est l'histoire de la fiscalité, liée directement à l'histoire des obligations, des droits des paysans et des serfs, on a toujours une historiographie qui oppose des régimes des pays, des États, voire des empires centralisés avec d'autres qui ne le seraient moins et que pour cette raison seraient moins efficaces. Or, le problème est que cette opposition plus ou moins idéalisée entre centralisation et décentralisation ne tient pas la route. Et on pourrait apporter énormément d'exemples, dont un est précisément
les régions dans lesquelles on peut avoir des contrôles très forts en matière d'obligations du monde du travail, fortement décentralisés, voire de la fiscalité décentralisée, un recrutement qui est négocié, qui peut être centralisé, décentralisé dans différents pays, mais cela n'implique pas nécessairement une inefficacité des pouvoirs dits étatiques. Autrement dit, une chose sur laquelle il faudrait réfléchir est non seulement la définition de centralisation-décentralisation, mais l'association entre centralisation et efficacité, notamment en histoire économique, ça ne tient pas la route. Et ça, je pense que c'est un premier point de lequel il faudrait discuter. Alors, deuxième point, c'est un argument que Bloch souligne, et c'est le serf n'est pas un esclave. Pourquoi ? Parce qu'il a des droits. Et cette différence, c'est important parce qu'elle a été perdue et pendant longtemps. Alors, pour quelle raison on a eu une tendance à mal positionner le serf et l'esclave dans l'historiographie ? Alors, tout d'abord, on a un héritage très long de la définition, disons, de la coercition au XVIIIe siècle. Du point de vue de plusieurs auteurs qu'on appelle parfois économistes, parfois ils ne le sont pas, en tout cas, plusieurs auteurs des Lumières au XVIIIe siècle, ils mettaient ensemble et ils discutaient sous le même chapeau de plusieurs formes de travail, c'est-à-dire le servage, l'esclavage, voire le travail à l'intérieur des corporations. Pour eux, tout était une forme de contrainte, un manque de liberté, c'est-à-dire l'intérêt, pour plusieurs auteurs du XVIIIe siècle, n'était pas de distinguer le serf de l'esclave, voire de l'artisan soumis à des règles corporatives, c'était plutôt d'opposer des formes de contrainte à des formes de liberté. Donc, première chose, cet amalgame très fort qui est en partie hérité du XVIIIe siècle. Il y a un autre élément qui a contribué à cette indifférenciation entre le serf et l'esclave, critiquée par Bloch, c'est l'historiographie de la guerre froide. Pendant la guerre froide, pendant des décennies, on a eu de nombreux auteurs, notamment américains, qui tendaient à souligner que, après tout, le servage était une forme d'esclavage et que les États-Unis n'étaient pas les seuls à avoir vécu l'esclavage, d'où la nécessité d'identifier et d'assimiler les deux avec des traductions très approximatives de textes européens. Ça, c'était une perception très forte qui s'expliquait par l'historiographie dans un contexte particulier, celui de la guerre froide. Et je dois dire que cela a commencé à s'effriter du côté de ces comparaisons esclavage-servage, du côté américain, qu'à partir de la fin des années 90 du XXe siècle. Par contre, les médiévistes et les modernistes avaient toujours appris qu'il y a des traductions très compliquées dans les relations entre sclavus et servus, dans les langues, dans les multiples variétés des langues latines. On a une historiographie assez importante de Jacques Herz à Verlinden. C'était des auteurs que j'avais utilisés pour mieux comprendre mon propre cas, le cas russe. Donc cette circulation des mots, des termes, cette relative indétermination de servus et sclavus avec des variations dans le temps. Il y a énormément d'auteurs qui ont travaillé sur ça. C'est une évolution sémantique qui prend plusieurs siècles, mais qui est en même temps, d'après ce que je comprends, fortement différenciée avec une évolution des termes, par exemple en Sicile ou dans les Balkans, totalement différente. Et totalement différente, je pense, pour une raison assez importante, parce que non seulement donc, dans certains cas, comme en Sicile, servus tendait à être associé avec sclavus, mais dans une définition tout à fait orthogonale à celle que j'évoquais des États-Unis au XXe siècle, mais pour une autre raison, parce qu'on associait le sclavus aux victimes de la traite provenant des pays slaves. Et ça me ramène vers ma région. C'est une circulation des termes, des savoirs, des pratiques, mais aussi des êtres humains, dans lesquels on n'a pas juste la Méditerranée, beaucoup plus étudiée, avec les captifs, mais une arrivée massive d'esclaves appelés slaves, et qui arrivaient en Méditerranée
via la mer Noire. Alors là, c'est quelque chose d'assez important qui permet de relier, de mon point de vue, à la fois l'historiographie dite du servage, celle de l'esclavage, en Méditerranée, en Europe, avec ce qui se passe en Russie et en Asie centrale, avant l'établissement du servage en Russie. C'est très important parce que c'est cette traite d'esclaves et non pas de serfs qui est arrivée en Méditerranée, elle a été seulement récemment reconstituée avec une traite trans-Asie centrale qui reliait des parties différentes d'Asie et qui impliquait des formes d'asservissement et d'esclavage tout à fait différents avant que cela arrive en Méditerranée. C'est-à-dire, il faudrait parvenir à mettre ensemble avec des sources différentes ce qui se passe en Asie centrale et ce qui se passe en Méditerranée dans cette traite d'individus dont la définition précisément pose problème. Et c'est là une des origines sémantiques à compléter. Il faudrait introduire effectivement les langues slaves dans cette histoire. Et Bloch ne le fait pas, et je vais revenir après sur ce point. Alors, sur l'usage du droit qui est mis au cœur par Bloch. Alors, ce n'est pas le droit normatif qui compte, c'est l'usage de la part notamment des seigneurs avec les différentes formes d'émancipation des serfs. Alors, de quelle manière Bloch interroge l'usage du droit? Il le fait d'une manière assez particulière que je trouve a un certain héritage ici, mais aussi beaucoup en France, et qui est en revanche distante d'une manière d'utiliser le droit beaucoup plus proche, par exemple, de Max Weber ou de certaines écoles anglo-américaines. Je traduis ce que j'entends. Alors, d'un point de vue de Marc Bloch, quelque chose qui est passé aussi ici, c'est que l'usage du droit, c'est avant tout un contournement du droit. Il y a des règles, mais finalement, les acteurs s'arrangent autrement. C'est quelque chose qu'on peut retrouver beaucoup en anthropologie, en sociologie, c'est extrêmement répandu. C'est une approche qui est en soi très différente d'un auteur que Bloch n'aimait pas, et c'était Max Weber. Max Weber avec un usage du droit que les Anglais ont traduit du law in action, c'est-à-dire une appropriation du droit, qui, elle, n'est pas un contournement du droit, c'est l'appropriation de règles du droit, mais dans un contexte qui est en soi déterminé par les textes normatifs positifs. Donc, ce n'est pas juste que je contourne, c'est une appropriation au sens strict du terme. Et cet aspect-là, quelque part, n'est pas présent dans l'ouvrage de Bloch, et ça va influencer énormément l'historiographie suivante du servage, c'est-à-dire il y a des normes et les gens les contournent. On le retrouve énormément pour la France, on le retrouve énormément dans toute l'historiographie sur la Russie, sur l'Union soviétique. Il y a des règles et les gens vont au-delà. Je viens de Naples, et à Naples, on raisonne autrement. À Naples, la règle, mais quelque part, j'ai découvert avec l'âge et très tardivement que les attitudes des Napolitains ou des Russes, ça ne colle pas avec cette histoire de contourner la norme. C'est-à-dire une norme, c'est un élément autour duquel on négocie. C'est quelque chose qui, quelque part, est beaucoup plus proche d'une law in action anglo-américaine que d'une notion de on contourne variante anthropologique sociale pour aller vite. Donc, s'il y a un feu, c'est pas une obligation, c'est une suggestion. Et après, on s'accorde et on négocie autour de cette suggestion. Et là, c'est un point de bifurcation quand même assez importante entre Marc Bloch d'un côté et d'autres tendances qui émergent effectivement dans l'entre-deux-guerres. La law in action est très très forte côté anglo-saxon, exactement dans l'entre-deux-guerres. C'est les années 20-30, les Welling, tous les autres, ils sont là. C'est exactement, et c'est deux tendances tout à fait parallèles. Par contre, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Alors, il y a d'abord un modèle Bloch qui s'impose progressivement dans le temps avec une certaine fortune, mais aussi avec une évolution qui est importante. Par exemple, on a Duby qu'il préfère parler moins de servage que d'ensemble de dépendance paysanne, au moins de dépendance que des pratiques de domination
c'est le jargon du temps. Ça évolue, ça arrive, vit effectivement cet honorable établissement, et donc on passe vers les pratiques de domination. Et puis il y a tous les courants marxistes qui ont radicalement critiqué, il y a eu cet immense débat autour de la fin de la féodalité, avec des étapes que Braudel avait déjà critiquées, avec la fin du servage, la fin de la féodalité, au XVIIe siècle. C'était tous les auteurs marxistes comme Stinsgaard ou Hobsbawm, Dobbs et les autres qui trouvaient dans la crise du XVIIe siècle la crise du féodalisme et du servage et l'arrivée du capitalisme. C'est quelque chose qui évidemment était non seulement contesté par Braudel, mais par tous les autres qui disaient il n'y a pas une féodalité avant, il n'y a pas un capitalisme après. Mais ça, c'est quelque chose qui a, mobilisé les héritiers de Bloch et les étudiants et les chercheurs travaillant sur le servage, c'est-à-dire quand cela s'arrête. Et surtout, qu'est-ce qu'il s'arrête si on le définit de manière différente, ça s'arrête quand? Et du coup, c'était une polémique très forte vis-à-vis de l'historiographie marxiste. Et puis vous avez la fin du XXe siècle avec des auteurs comme Barthélemy ou Wickham, avec la domination n'est pas si brutale, le servage n'est pas si contraignant, et du coup on a une critique de la mutation féodale. Alors, est-ce que le schéma de Bloch marche aussi pour d'autres pays? Et là, c'est Bloch lui-même qui lance des pistes dans d'autres articles. Alors, je me réfère avant tout à l'article de 1921, Serre de la Glèbe, histoire d'une expression toute faite. Donc là, c'est pas sa thèse, ça arrive tout de suite après. Et je dois avouer, c'était, disons, mon article chouchou duquel j'étais parti quand je travaillais sur le servage russe, plutôt que cette thèse. Et l'idée derrière est du bloc typique, c'est-à-dire, Serre de la Glèbe, je ne le retrouve pas dans les textes. Il dit, les gens parlent de servage, le cerf de la glèbe. Je regarde les textes de mon époque, il n'y a pas le cerf de la glèbe. Et donc, il fait, ça c'est du bloc à l'énième puissance, il dit, mais ça vient d'où cette histoire? Il y a des cerfs, mais pas le cerf de la glèbe. Et il essaie de retracer l'historique de ce mot. Quelque part, il retrouve une origine qui est en soi intéressante, c'est Montesquieu, l'esprit des lois, avec le terme « cerf de la glèbe ». Selon Bloch, c'est Montesquieu qui aurait influencé toute une historiographie, même du XIXe siècle, avec cette histoire de cerf de la glèbe, expression toute faite. Et il dit, après tout, Bloch, Montesquieu, pourquoi il avait inventé cette expression? Parce qu'il disait, en France, avant l'éclaircissement des Lumières, il y avait des cerfs de la glèbe. Maintenant, il y a des paysans libres. Alors, la chose intéressante est effectivement non seulement la reconstitution que Bloch fait de ce terme, de cette expression, mais aussi le fait qu'il coupe le passage de Montesquieu. Alors, qu'est-ce qu'il coupe? Et c'est là que ça m'intéresse, parce que Montesquieu, dans ce passage, il disait deux choses, et pas une comme l'affirme Bloch. Il disait, dans la France d'aujourd'hui, il y a des paysans et non pas des cerfs de la glèbe. Et la France du Moyen-Âge est comme la Russie de nos jours. Donc, il faisait un découpage dans le temps qui reproduisait un découpage dans le temps avec une flèche du temps très particulière. La Russie d'aujourd'hui est comme la France du Moyen-Âge. Ça, c'est du Montesquieu typique. Et ce que Bloch ne voit pas, ou ça ne l'intéresse pas, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est la reconstruction de ce qui se passe en France. Mais ça n'intéresse pas du tout de dire, il y a quand même, qu'est-ce que c'est qu'en Russie alors? Si le cerf de la glèbe, si Montesquieu a inventé les deux et a inventé aussi l'Europe orientale. Et pourquoi ça n'intéresse pas? Et là, je me permets donc de bifurquer, après je termine, de bifurquer vers l'article sur la comparaison, sur les cerfs et sur la Russie. Alors, pourquoi Bloch coupe la phrase de Montesquieu? Pour une raison très simple, parce qu'il insiste sur une chose, la comparaison ne peut être que synchronique. Il n'aime pas la comparaison diachronique dans le temps, parce que ça donne une idée de progrès, et donc c'est déterministe, ça ne m'intéresse pas. Première chose. Deuxième chose, et là c'est tout l'intérêt, je trouve qu'on cite toujours de manière enthousiaste cet article sur la comparaison, mais qui, de mon point de vue, ça pose énormément de problèmes. C'est lequel?
Il dit on ne peut comparer que des choses comparables. Et les choses comparables sont des cultures européennes. On ne peut pas comparer n'importe quoi. Par exemple, on ne peut pas comparer la France et la Russie, parce que c'est évident qu'ils n'ont rien à faire. Et là, c'est tout le problème. Pourquoi on peut comparer seulement la France et l'Allemagne et pas la France et la Russie, et donc les différents types de domination sur les paysans? Pour deux raisons. Parce que la Russie n'appartient pas à la culture européenne, et ça c'est un premier, un élément très fort chez Bloch. Et le deuxième, c'est que de toute façon, je ne parle pas la langue, et je ne peux pas comparer des choses dont je ne connais pas la langue. Alors, cette histoire revient de nos jours avec les aires culturelles, on est tout à fait d'accord. Si on ne parle pas la langue, on ne peut pas étudier un autre pays. Mais c'est son problème de ne pas parler le russe. C'est pas parce qu'il ne parle pas le russe que la Russie est exclue a priori de l'Europe. Par exemple, Brodel avait l'idée tout à fait opposée. La Russie fait partie de l'Europe. Mais alors là, son histoire de servage est tout à fait particulière. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'arrête à l'Europe, alors que ce que j'avais dit auparavant, c'est qu'il y avait cette circulation très importante entre l'Europe, la Méditerranée et l'Asie centrale. Et ça, depuis le 12e, 13e, 14e. On a des caravanes qui circulent, on a de la traite qui circule, et on a des institutions qui circulent. Mais tout ça, ça échappe parce que l'Asie centrale ne fait pas partie de l'Europe et on ne la met pas dedans. Et ça, c'est pour moi le problème principal que j'ai toujours eu avec Marc. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alessandro. Donc, Paolo, tu enchaînes. Voilà, c'est à toi. Merci. Alors, tu vois, je n'ai pas cette familiarité avec l'auteur, avec sa matière, qui me permet de l'appeler par prénom, comme tu l'as fait. Et donc, Marc, c'est un peu difficile, c'est un peu artificiel. Donc, tout ça pour dire que vous avez écouté, vous avez entendu quelqu'un de compétent. Là, vous allez écouter quelqu'un d'incompétence. Mais je remercie l'école qui donne aussi l'espace aux incompétents comme moi. Alors, quand un incompétent doit se mesurer avec une thématique qui sort de son champ d'intérêt et de ses connaissances, il doit faire tout simplement une chose, s'attacher au livre. Donc, je me suis attaché tout simplement au livre. Voyons comment fonctionne l'univers mental de Marc Bloch. Et j'y arrive avec mes précompréhensions de juriste et d'historien du droit. Et donc, la première chose, effectivement, qui m'est sautée aux yeux, Alessandro vient de le rappeler, c'était l'essai d'un an après sur le cerf de la glèbe. C'est-à-dire que quelqu'un qui... alors, Alessandro vient de dire qu'effectivement, il l'a retrouvé chez Montesquieu. Il me semble que, et à travers la littérature secondaire, je pense notamment à l'ouvrage d'Emanuele Conte, Servi Medievali, c'est lui qui aurait dû être ici à ma place. C'est dans cet article, Marc Bloch, en fait, il démontre une certaine capacité de finesse d'investiguer les textes médiévaux pour arriver à trouver l'origine de la formule, parce que la formule est originaire de textes médiévaux. Et donc, d'une glosse d'Irnerius, le fondateur de l'école de Bologne du XIIe siècle, qui avait repris des textes d'Honorius, et donc des empereurs romains, et donc qui parlait pour la première fois de cette formule-là, utilisait la formule servus glebe, et justement, Bloch disait, c'est pas possible que cette formule-là a été transmise dans l'époque successive, et elle n'a pas fait l'objet d'un examen philologique accru, comme je l'ai fait, quand on regarde les sources sur la période qui m'occupe. À savoir, nous n'avons pas de relations entre hommes et choses, mais on a des relations entre personnes. Donc, servus glebe, on n'apparaît pas parce que c'est la conception même de la relation qui est interpersonnelle et pas d'un rapport entre un sujet et la chose. Alors, les grands mépris que souvent... Là, je m'attache vraiment aux chercheurs que j'essayais un peu de comprendre derrière les textes. Non? Les grands mépris qu'il affiche pendant tous les textes à l'égard du droit, à l'égard des abstractions des sapientes, il doit quand même se mesurer avec une affirmation qu'il fait souvent dans les textes, à savoir que quand Bloch dit le Moyen-Âge a été une période où on plaidait beaucoup.
c'était une période où on faisait tout le temps des procès. Alors, la première chose qu'on peut se dire, comment se défaire des constructions doctrinales si rapidement, une fois qu'on sait que dans les procès, souvent, les parties en cause s'appuyaient sur l'autorité des sapientes, hein, et que donc, d'une manière ou l'autre, ils rentraient dans ce droit vivant dont tu as parlé, dans ce law in action, parce qu'il ne restait pas une lettre morte déposée dans les archives de la pensée théorique et pas pratique. Non, il rentrait carrément comme argument des partis pour soutenir leur cause. On peut imaginer que lorsque toute la trajectoire du livre amène à dire que pendant la branche capétienne, on est passé de Louis VI au fils de Philippe le Bel, et la trajectoire a dessiné ce type de discours, que à l'origine c'était plutôt les serfs qui demandaient la manumission. On est arrivé avec Philippe le Bel et surtout avec ses fils, avec les contraires, c'est que le pouvoir royal qui impose la manumission pour des raisons effectivement fiscales. Donc ça c'est un peu la trajectoire. Vous pouvez imaginer que lorsque le pouvoir royal impose de devenir libre, hein, face aux serfs récalcitrants, parce qu'il fait tout ça comme exemple, il n'y a pas eu de procès de cause dans lesquels justement le pauvre serf, qui n'était pas aussi pauvre que ça, parce qu'il avait quand même des patrimoines aussi importants à préserver, et il ne voulait pas perdre une partie qu'il aurait dû donner soit au roi, soit au seigneur pour gagner sa liberté. Il se peut qu'il y avait des procès avec les commissaires royaux qui étaient censés régler la question, et que donc, pendant ces procès, inévitablement, l'opinion des juristes était évoquée, et que donc, ça ne restait pas comme un dépôt d'archives. Mais ça, c'est quand même un élément qui saute aux yeux quand on lit ces textes. Hein. Ce va-et-vient, cette odietamo à l'égard du droit, d'autant plus qu'il a ses compétences, hein, parce que pour arriver à dénicher cette glose d'Arnerius, il faut vraiment s'apprivoiser tout un domaine de sources qui n'est pas aussi facile que ça. Un autre élément qui m'est sauté aux yeux, c'est que, surtout sur la première partie, Bloch ne se prive pas quand même de prendre l'administration ecclésiastique comme un modèle pour l'administration royale. Ça, si vous voulez, c'est quelque chose que, dans 1956, dans un article, Gabriel Lebras va définir d'une manière assez claire. C'est-à-dire, pour comprendre la bureaucratie de l'État français, il faut aller chercher dans la bureaucratie de l'Église. Alors, il le fait à plusieurs reprises, Bloch, cet éloge de l'administration ecclésiastique. Et surtout du zèle, du soin de l'administrateur ecclésiastique. À quel égard? Un égard qui pour lui est très important, à savoir la conservation des pièces. Alors, c'est toujours intéressant comment, moi, c'est comme ça que je lis ce texte, comment la démonstration, sous le fond, est toujours accompagnée par une petite leçon de méthode. Mais une leçon de méthode qui n'est pas pédagogique au sens de la didascalie brute, mais c'est une petite leçon de méthode pour dire, c'est aussi une déclaration d'impuissance pour l'historien lorsqu'il n'arrive pas à mettre les mains sur le dur de l'histoire, parce que tout simplement les sources manquent. Néanmoins, les sources manquent, néanmoins, on voit qu'il utilise, à mon avis, deux manières de procéder pour dominer, hein, pour essayer de maîtriser ce monde-là des sources. D'un côté, et c'est le cas quand il prend en considération les préambules. Alors, les préambules sont les actes, disons, les déclarations d'intention qui anticipent les dispositifs par lesquels les rois vont prendre une décision. Donc, c'est une forme de déclaration d'intention. Pourquoi je vais prendre cette décision-là? Alors, il utilise là la méthode, me semble-t-il, un peu de ce qu'en Allemagne, ça s'appellera la forme Geschichte, à savoir l'histoire des genres. Il dit, en fait, vous voyez bien que toutes ces formules de chancellerie se sont stratifiées dans le temps, donc il y a eu une transmission de formules qui se répètent d'une manière automatique.
Néanmoins, dit-il, il ne faut jamais renoncer à voir les moments de la nouveauté que chaque texte peut introduire. Alors, il y a eu une historienne du droit allemande qui était une byzantiniste, qui a consacré un ouvrage très, très séduisant qui s'appelle Les Chants de la loi. Et le premier chapitre est consacré justement, qui s'appelle Marie-Thérèse Vögen, et le premier chapitre est consacré précisément au préambule. C'est-à-dire le moment où, 1792, la Convention établit que la loi n'a plus besoin de préambule, que les dispositifs, il y a tout ce qu'il y a à savoir pour connaître ce que le droit veut dire sur tel ou tel objet. Il n'y a pas de déclaration d'intention. Eh bien, dans les déclarations d'intention que dans les textes, dans les lettres de Philippe, de Louis X et Philippe V, c'est-à-dire les fils de Philippe le Bel, ce sont les deux derniers représentants de la branche capétienne, eh bien, il y a toute une analyse très approfondie où, à côté de cette analyse de Formgeschichte, donc d'une histoire des genres, il y a aussi quand même une capacité de l'historienne de nouer l'intrigue. C'est-à-dire, vis-à-vis de ça, comment j'arrive à démontrer par quelle voie ces formules dans les préambules ont été pensées par ces rois. Par exemple, la référence aux faits, référence qui remonte au digeste, au droit romain, c'est-à-dire que tous les hommes naissent libres et que donc, par définition, ça peut être la prémisse pour un affranchissement, pour une lettre qui va être adressée aux différents fonctionnaires du roi pour procéder à des manumissions dans telle ou telle région de la royauté. Eh bien, voilà ce qui est l'argumentaire. Évidemment, ça, ce sont des principes de nature stoïcienne que le droit romain avait tout simplement gravé dans les marbres du droit, qui était en permanence démenti dans la pratique, qui ensuite l'Église, les pères de l'Église ont repris justement parce que, comme geste de pitié, que chaque souverain devait exercer à l'égard de ses sujets. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir comment on arrive à mettre ça dans un dispositif normatif, et donc la prémisse du dispositif normatif. Et là, il y a un véritable travail qui fait, ce sont les dernières pages, disons, de l'ouvrage, où c'est vraiment une sorte de paradigme indiciaire avant la lettre. C'est vraiment quelqu'un qui prend toutes les hypothèses possibles, croise les sources et fait jouer aussi contre l'hypothèse qu'il a plutôt la tendance à valoriser d'autres hypothèses. Donc c'est vraiment, comment dirais-je, un travail à part entière sur les sources, ce qui montre effectivement, moi je pense qu'un historien qui lit ça, il devrait les prendre d'abord comme une leçon de méthode. Une autre chose à propos de méthode, et qui, effectivement, encore une fois, démentit ce serait son attitude un peu méfiante à l'égard du droit, c'est que malgré tout, il raisonne souvent comme un juriste. À un moment donné, par exemple, je vais prendre comme on fait à l'école. Les textes. Ben oui, moi je dois m'attacher à ça, je n'ai pas toute la connaissance universelle d'Alessandro. Alors, à un moment donné, à propos des affranchissements de Louis X, donc de Philippe V, donc à la fin, pourquoi, dit-il, interpréter au pied de la lettre quelques mots échappés à un notaire? Un notaire, le notaire, ce serait celui qui a formulé la lettre par laquelle les deux, qui figurent dans les préambules de la lettre utilisée à la fois par Louis X et Philippe V, la formule du chancelier ou du notaire, qui avait justement parlé que tout le monde naisse libre. Et donc, pourquoi interpréter au pied de la lettre quelques mots échappés au notaire? Nous ne savons pas exactement comment les choses se sont passées à la chancellerie, mais il est permis de la conjoncturer. Et encore une fois,
autrefois, avant, il parlait aussi que l'historien ne doit pas avoir peur d'avancer dans la vraisemblance. Alors, quand on dit que la vraisemblance est le critère de la vérité judiciaire, on veut dire exactement qu'il n'y a pas de confirmation exacte avec la vérité empirique, mais qu'il y a une vérité du probable. Si c'est l'historien qui dit aussi ça, vous voyez que la démarche de l'historien et du juge, disons comme ça, ne sont pas aussi écartés l'une de l'autre comme on pouvait l'imaginer. Donc, vous voyez quand même que malgré toutes ces déclarations de principes où, comme dans la meilleure tradition des annales, le droit était le repoussoir, il fallait voir quelles sont les pratiques concrètes, parce que le droit, c'est toujours la tromperie, c'est par définition l'artificiel vis-à-vis des pratiques sociales qui sont la vérité première de l'histoire. Eh bien, malgré tout, on voit bien que nous trouvons dans la manière de penser de Marc Bloch quand même des proximités avec les juristes. Et encore, un autre élément. Un autre élément, c'est lorsqu'il se trouve à dire que comment ça se peut que certaines formules, comme une sorte de pensée, sont, une fois qu'ils avaient disparu, ont été, à un moment donné, réactivées, font sa réapparition, surtout dans les préambules. Et il utilise là la catégorie du latent. Il y a une histoire latente. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas Freud là. Il n'y a pas d'inconscient qui revient à des symptômes typiques de l'histoire. Il dit tout simplement, il y a du latent, exactement comme un juriste dirait que les mots sont un dépôt de pouvoir-faire qui gît dans une sorte de mémoire collective d'une civilisation. La temporalité de ce savoir-faire n'est pas la temporalité des événements empiriques tels qu'ils s'actualisent dans hic et nunc. C'est quelque chose qui est sous-jacent et qui peut réapparaître selon les époques, selon les besoins. Et c'est exactement ça, l'historicité de la normativité. C'est ça, quand on pense en termes historiques, la normativité. C'est-à-dire un strate de latence dans l'histoire, qui évidemment, un historien en général aurait plus du mal à accepter parce que ce sont les phénomènes d'actualité qui captent toujours son attention, mais que quand même, quelqu'un comme Bloch, qui encore une fois, les pères d'une certaine manière de faire histoire qu'on a la tendance à opposer à l'histoire du droit, eh bien, lui-même, il ne se prive pas d'accorder toute sa importance à la région et à la logique du latent. Et puis, je voudrais revenir à un moment donné sur cette question-là que j'avais annoncée, l'éloge qu'il fait plusieurs fois de la manière d'administrer des clercs vis-à-vis des fonctionnaires royaux. La question fondamentale est souvent, je le répète, les clercs sont les premiers à avoir conservé les pièces des documents, des lettres qu'ils envoyaient aux destinataires. C'est à partir de Philippe le Bel que cette pratique a été introduite dans les royaumes. Avant, on ne le faisait pas, alors que l'Église le faisait déjà. Et en fait, pourquoi les clercs ont cette vocation minutieuse pour l'administration? D'où vient-il cette tendance à être si scrupuleux dans le fait de garder une copie qu'on envoie, ce qui est en principe évidemment qui va de soi aujourd'hui? Eh bien, moi je pense qu'il y a quand même une tendance à l'encontre de Max Weber, qui avait décrit l'administrateur comme la figure sine ira ac studio, comme l'impersonnel qui s'applique à sa tâche sans s'impliquer justement d'une manière partielle ou avec les émotions. Eh bien, l'administrateur ecclésiastique a de ce côté-là ce que nous trouvons, et peut-être là il y aurait aussi une généalogie de certaines formules qui pénètrent aussi dans le langage de la chancellerie. Par exemple, il cite Mercouf, donc ces formulaires de Mercouf pour l'époque mérovingienne, où
il y a, qui est devenu un modèle pour les bureaucraties successives, eh bien là, cette vocation à l'administration soigneuse, je pense que ça remonte en fait à ce qui est la simplification primordiale en la culture occidentale du bon administrateur. À la fin du 1er siècle, dans la première épître à Timothée, on trouve l'expression suivante à propos du diacre, donc l'administrateur, les serfs de la table. À propos du diacre, on trouve l'affirmation suivante: qui ben administravit gradum bonus ibi acquerit. Qui a bien administré va acquérir un bon degré, c'est-à-dire, dans le langage eschatologique, le salut, bien évidemment. Mais alors, on peut imaginer que l'administrateur ecclésiastique, chaque fois qu'il accomplissait sa tâche, il avait toujours dans l'esprit cette formule-là qui allait être reprise. Si vous regardez justement la règle de Benoît, vous trouvez exactement repris cette formule-là à propos de qui? À propos du Cellularius, à savoir la figure de l'économe du monastère, de l'administrateur du monastère. Qui ben administrato gradum bonus ibi acquerit. Donc, ça veut dire effectivement qu'il y a une implication. Toute la notion de la cura, qu'aujourd'hui nous trouvons utilisée vraiment d'une manière assez déconsidérée, me semble-t-il, il faudrait qu'on la ramène à ses sources primordiales. C'est-à-dire, la cura est un investissement de l'âme. On s'investit dans son travail. Bien avant de l'hypothèse weberienne de la chaise du capitaliste calviniste, l'investissement dans le travail, on le retrouve déjà dans cette formulation-là. Et je pense que c'est cet éloge qui revient à plusieurs reprises par Marc Bloch tout au long de ce livre, témoigne au fond aussi de cet ancien héritage. Donc, nous avons quand même, à la fin du livre, après avoir fait l'éloge de l'histoire sociale, de l'histoire qui est toujours en contradiction avec l'histoire virtuelle des préceptes normatifs, nous voyons quand même quelqu'un qui se penche, un philologue, lorsqu'il interprète toutes les questions de préambule comme remontant aux formulations, donc il s'invente comme philologue, et donc comme exégète. Donc deux attitudes qui en principe ne font pas, disons, qui ne rentrent pas immédiatement dans l'appareil mental de l'histoire sociale, qui a plutôt affaire à des pratiques et pas à des textes. Où nous avons aussi un historien du texte, là. Donc voilà, juste pour, me semble-t-il, pour remettre sous les pieds certaines questions, et c'est comme ça que en tant que juriste, avec mes biais évidemment, je lis ces textes dans lesquels j'ai beaucoup appris en tout cas. Et merci. Merci beaucoup, Paolo. Donc, on a un peu de temps, si vous voulez, avant le buffet. Donc, est-ce qu'il y a des remarques, questions? Merci beaucoup pour ces lectures vraiment très intéressantes et peut-être qui sont aussi un dialogue entre elles en fait, parce que vous avez mis en valeur des aspects et même des contradictions, des limites de ces textes de façon magnifique. Et voilà, moi je vais commencer par quelque chose qui n'aurait pas plu à Marc Bloch, parce que si la comparaison se fait entre, elle est seulement diachronique, ben voilà, moi je dois remonter un peu dans le temps. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment très frappé de ce que Alessandro a dit sur le rôle de la mer Noire, en fait. Et c'est à quel moment, je voulais te demander, à quel moment que cela émerge, parce que c'est un rôle historique, en fait, et qu'on retrouve vraiment
aussi au moment de la colonisation grecque. Enfin, c'est vraiment l'ouverture vers l'Asie centrale et avec cette arrivée d'esclaves, certainement, sur les sources, évidemment, sont très, très, très rares, mais il y a déjà cette fonction. Ça ne veut pas dire que la Méditerranée ne se débrouille pas très bien de ce côté-là, mais elle le fait très bien. Mais il y a aussi cette question de l'ouverture aux plaines. Et puis pour Paolo, c'était très intéressant cet aperçu un peu à la Ginsburg, en fait, de la lecture de Marc Bloch, parce que la vraisemblance, enfin, c'est comme tu l'as dit, l'indiciaire, en fait, qui existe, et ce parallèle aussi entre le juge et l'historien, qui est d'ailleurs l'un des livres de Ginsburg, et effectivement, il y a cette question de la, comment dire, tu l'as dit très rapidement, de la nature, enfin, qui est posée par dans le droit romain, aussi à la suite de la philosophie stoïcienne, de la nature qui est égale pour tous les hommes, et qui est la négation de l'esclavage, hein, du fait que, parce que, effectivement, il y a cette contradiction avec une loi qui est quand même faite pour les hommes, avec une vision anthropocentrique qui peut s'opposer sans problème à la nature, mais qui est très intéressante parce qu'après, il y a un fondement, comment dire, une répercussion, alors ça s'éloigne de Marc Bloch, etc., mais c'est ce qui explique l'aporie incroyable pour laquelle un esclave à Rome peut être quand même un sujet, un agent de commerce, par exemple. Il peut signer des contrats, donc une personne juridique. Et c'est sur cette base, parce que là on se rappelle du coup que oui, on a tous la même nature. Donc il y a quand même un impact, une traduction pratique. Mais ça c'est une parenthèse, ça s'éloigne effectivement de la thématique centrale d'aujourd'hui. Ok. Bon, et non, effectivement, j'aurais voulu faire la citation du fait que malgré les énoncés d'Ulpian dans les digestes, et que la réalité allait à l'encontre, alors les cas que tu as soulignés, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi des ouvrages d'historiens du droit romain qui ont parlé d'esclaves managers à Rome. Andrea De Porto, voilà, avec les entreprises collectives et esclaves managers. Alors là, c'est très intéressant parce que malgré tout, les rapports avec l'esclave à Rome, entre les patronus et l'esclave, c'est quand même un rapport de, si on veut simplifier, entre les dominus au double sens, hein, dominus en tant que titulaire d'un pouvoir sur un sujet, mais dominus aussi en tant que titulaire, en tant que propriétaire, et quelqu'un qui administre ses biens. Et l'esclave, c'est exactement ça. Au point que la bonne administration rend libre. On pourrait dire Verwaltung macht frei. Pour le dire d'une manière, pour aller dans un sens où on peut le dire avec... Ça a des connotations un peu non, douteuses. mais justement, mais non. Ils sont comme ça à Rome. Non, mais c'est exactement ce qui se passe. La bonne administration rend libre. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les testaments, les patronus vont dire, vous affranchirez, et ils donnent souvent un légat à quelqu'un, tu t'occuperas d'affranchir parce qu'il a bien travaillé pour moi, il a fait prospérer mes entreprises, etc. C'est exactement ça. La bonne administration rend libre. Hein, ça, et donc c'est... Encore aujourd'hui. Hein, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Bonne, hein, Bon. Pour ce que j'ai suivi moi-même, alors c'est sûr qu'il y a un trafic très important, au moins à partir du XIIe siècle. Toi, 2e, 13e, 14e, puis il y aura la chute de Byzance, et alors là, ça change un peu la donne parce que l'accès va être plus compliqué. Mais il n'empêche, il y a au moins, comme j'avais reconstitué, il y a au moins 3 réseaux qui, après, amènent vers Caf. Et vers la mer Noire. C'est un réseau qui vient de Extrême-Orient, qui traverse l'Asie centrale et qui arrive jusqu'en Russie. Après, il y a tout ce que sont des esclaves pris en Russie même, disons dans la Moscovie à l'époque et dans les régions avoisinantes,
c'est un peu un trafic lié à l'éclatement, ce qu'on appelait après la Horde d'or, si tu veux. Les Khanats, plus des populations qualifiées de nomades, mais qui ne sont pas tout à fait des nomades, plus la Pologne-Lituanie, avec des conflits qui se traduisent toujours à un nombre important de captifs de guerre. Ça, c'est un classique comme en Méditerranée, mais on l'a en Asie centrale. Et puis, on a un troisième réseau qui connecte la péninsule indienne en passant par l'Afghanistan et arrivant en Asie centrale. Donc, ces trois réseaux-là, après, donnent vie à un trafic qui passe souvent par Kaffa et donc arrive dans la mer Noire. Et parfois, ça peut passer aussi par voie maritime et donc ça arrive directement après, en Méditerranée, de l'autre côté, donc par exemple, comme on appelait Candia et tous les autres, voilà, pour la production de sucre des esclaves, ils venaient des deux côtés. La chose importante, et puis j'arrête, c'est que ce qu'on a étudié du côté de la Méditerranée, sur des sources génoises de Gênes ou de Venise, ce n'est qu'une partie, parce qu'effectivement, eux, ils attrapent les informations une fois qu'on arrive sur la mer Noire. Et l'idée derrière était que les marchands vénitiens ou de Gênes ne rentrent pas dans les terres. C'était, contrairement à ce qu'on raconte toujours, ces grands caravansérails qui traversent l'Asie. En réalité, ce n'est pas vrai parce que chacun avait son secteur, donc ils s'arrêtaient. Il y avait d'autres marchands qui après remplaçaient les autres en Asie centrale et de là vers la Méditerranée, puis en passant par les Khanats, etc. Donc il y avait ces réseaux, certes, mais donc ça remonte très fort au XIIe. Je pense qu'Étienne de la Vessière, pour retrouver d'autres éléments pour les périodes d'avant, pas par la mer Noire, hein, mais pour les autres régions sans doute. Mais bon, moi je l'ai trouvé à partir du 12e. Dans l'ensemble, entre le 12e et le 19e, on est calcul bon, mais ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est entre 5,5 millions et 6 millions. Donc c'est pas l'Atlantique, c'est pas négligeable non plus. Romain, voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cette lecture d'un texte que, comme vous, je ne connaissais pas avant d'avoir lancé ce cycle autour de Marc Bloch. Mais j'avais peut-être une question, parce qu'on a la chance d'avoir deux juristes à la table. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le texte, c'est je connaissais d'autres polémiques de Marc Bloch avec les juristes, notamment autour de la société féodale, où il va y avoir des affrontements extrêmement violents entre les deux camps, hein, entre l'histoire que défend Bloch et les juristes. Et Paolo, tu as fait allusion à cela, mais ça va structurer aussi la place du droit dans les sciences sociales, et j'aimerais un peu vous pousser tous les deux dans cette direction, puisqu'on est quand même dans un établissement qui doit beaucoup à Marc Bloch et à son approche des sciences sociales. Mais là, on voit, et on le voit à l'œuvre dans ce texte qui n'est pas complètement abouti, qui est encore où beaucoup de choses qui vont émerger, qui va durcir ensuite. C'est encore à l'état un peu embryonnaire dans le texte, mais comment vous voyez ce texte dans les rapports difficiles, compliqués entre le droit et les sciences sociales, et j'ai envie de vous poser la question à tous les deux, puisque il y a deux juristes autour de cette table. Merci beaucoup encore. Et Sandro, si tu veux répondre, tu peux. Je suis sûr que tu auras des choses à dire aussi. Bon. Comment c'est moi Alors, moi, justement, c'était ma surprise, d'une certaine manière, à lire ce texte, parce que je m'attendais quand même à toute la force de frappe contre le droit qui a été déployée pour montrer que... Mais il y a une sorte de dialectique interne à son argumentaire, et même à certains mots qu'il utilise. C'est-à-dire, parler de vraisemblance, parler de latence, c'est quand même un peu risqué sur le plan lexical, parce que ça ouvre quand même à des univers mentaux qui impliquent une manière de raisonner qui n'est pas immédiatement celui de l'histoire sociale, mais qui prend en considération la manière dont les juristes et les historiens du droit ont plutôt vocation à raisonner, et surtout à la temporalité du fait juridique vis-à-vis du fait social n'importe lequel. Et là, je pense que, malgré tout, là, on découvre quelqu'un qui parle contre le droit, mais en même temps laisse implicite toutes les conséquences de son raisonnement qui va dans une direction, sauf qu'il n'ose pas l'assumer. Hein?
Mais peu importe, ça c'est son histoire interne s'il ne veut pas le faire. Pour nous, ce qui nous communique, c'est ça pour moi, c'est ça qui m'a communiqué et qui m'a rendu l'ouvrage plus intéressant. Parce que s'il s'agissait de lire un ouvrage monotone, voilà, l'attaque, encore une fois, de l'histoire sociale classique contre les dogmes, la virtualité du droit, ou bien la question que le droit arrive toujours après. Ça, c'est un autre cliché. Les droits arrivent toujours après, une fois que les choses ont déjà changé dans les sociales. Et le droit, il est là pour les bloquer, pour les formaliser dans la manière dont les sociales avaient produit les changements. Les droits arrivent tout simplement pour stabiliser. Ça, c'est une autre manière de penser qui est assez stéréotypée. Et je trouve que dans ce livre-là, il n'y a pas ces mouvements-là si dogmatiques du côté de l'histoire sociale. Et moi, je pense que, pour le dire jusqu'à la perspective actuelle, les sciences sociales ont désormais dépassé cette frontière-là où le droit était son repoussoir. Le moment auroral des sciences sociales justifiait le fait que pour définir les confins, définir les frontières, il fallait trouver un ennemi, disons comme ça. Et ça, le savoir structuré du droit, c'est celui qui s'est préparé au mieux pour jouer le rôle de la cible. Maintenant, on n'est plus là. Désormais, on a compris que, voilà, aussi des catégories comme les vraisemblables ou les latences font aussi partie du bagage du raisonnement du juriste comme d'une histoire sociale qui doit éventuellement prendre en compte la réalité du virtuel. Parce qu'au fond, quand il parle de ces énonciations des principes selon lesquels tout le monde naît libre, tous les hommes naissent libres, et il s'interroge, mais en fait, quel est l'effet que cette virtualité qui n'existe pas dans la réalité produit quand même? Eh bien, là, je trouve que malgré tout, c'est une grande reconnaissance à l'égard de cette capacité du virtuel à être toujours quand même actualisable et à être toujours du côté de la réalité et pas de l'hypothétique, disons. Bon, écoute, Romain, alors ça dépend aussi alors la réponse dépend un peu si on se place sur le terrain français, américain, international ou allemand. Alors si on prend un des auteurs qui était beaucoup cité là, contemporain de Marc Bloch, Max Weber, qui était juriste. Donc, le plus grand sociologue de langue allemande, disons comme ça, première partie du XXe siècle, était un juriste. Le deuxième, disons, sociologue, plus important du XXe siècle, donc vivant et exerçant son travail dans la deuxième moitié, c'était Niklas Luhmann, aussi juriste. De formation, et pas seulement de formation, tout simplement juriste, avec 2 examens d'État, etc. Donc ça, c'est une première manière peut-être de répondre à ça. En France, c'est tout à fait différent. Et aux États-Unis, c'est encore différent, parce que, l'importation, disons, on le voit très bien chez quelqu'un comme Oliver Wendell Holmes, par exemple, des théories, comment dirais-je, réalistes allemandes de Rudolf von Jhering, fin du XIXe siècle, font que tout ce réalisme à l'américaine, qui était beaucoup en contact avec les sciences sociales aux États-Unis, a aussi une source européenne. Mais pour parler peut-être un peu moins historiographiquement et plus, comment dirais-je, théoriquement, je crois le terme central, c'est ce que Paolo a mentionné, c'est la conjecture, donc conjecture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est une ancienne méthode philologique pour notamment employée par les romanistes, donc par ceux qui s'occupaient du droit romain au XIXe siècle, c'est-à-dire de
de là où il y a des lacunes dans les textes, notamment du droit romain, parce qu'on avait plus ou moins il y a des fragments, il y a des choses qui manquent, il y a des termes grecs qui ont à faire mais pas à faire, etc. Donc ce sont la composition des textes, donc le travail philologique sur les textes était extrêmement compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait Donc, on a justement... comment dirais-je, c'est comme pour les enfants, ou quand on apprend une langue étrangère, il y a une phrase, et après il y a des points. Il faut mettre le terme, le bon terme, donc une conjecture. Et là, avec les conjectures, en effet, Ginsburg a raison. Donc, c'est-à-dire le travail... Alors, si on prend dans une tradition, disons, école, l'histoire comme la reine-mère des sciences sociales, en effet, ça se ressemble, la question de la latence, les textes sont toujours lacunaires, soit réellement, soit intellectuellement, donc interprétativement, si on veut. Mais quand même, moi, je n'étais jamais vraiment convaincu de ce parallélisme que Carlo Ginzburg, mais aussi d'autres, ont fait, parce que, certes, sur le papier, comme ça, on dirait que c'est la même chose, mais la fonction est différente. La fonction est complètement différente. La fonction est différente d'après les logiques de communication dans ces deux domaines, sciences sociales, droit. Je dirais quand même que en sciences sociales, alors disons dans l'histoire, pour le dire comme ça, dans l'historiographie, dans le travail de l'historien, et Marc Bloch a quand même aussi justement écrit dessus, je vais y revenir, c'est quelque chose qui est quand même une recherche, disons ça comme ça, de quelque chose qu'on pourrait appeler vérité. Allez, disons comme ça, qui est scientifique. Le droit n'a rien à faire avec la science. C'est une illusion allemande du XIXe siècle qui est née dans une certaine mesure parce qu'il y avait absence de code civil, pour le dire, faire court. En droit, c'est comment dirais-je, c'est une manière pour faire pour revenir à la pratique du droit, pour pouvoir avoir un matériau pour pouvoir gagner son procès. Donc c'est instrumental. Instrumental pour effectuer l'opération de dire c'est légal ou c'est illégal. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec l'histoire. En revanche, là où ça se ressemble vraiment, où se rassemble, où on peut voir une même race. Bon, moi, j'aime pas trop les racines, mais disons un même fondement. C'est que quand on radicalise le propos de Paolo, qu'il a peut-être en tête, il a tous ses propos sur la latence et tout ça qu'il sort de ses textes, c'est la question de la poésie. Ou de la poétique poésie. C'est-à-dire que c'est en droit et en histoire et en sciences sociales, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on produit, qu'on construit. Je ne vais pas revenir sur les sources, disons, linguistiques de poésie, etc. Mais donc, c'est en fait de raconter des histoires. Et en sciences sociales, qu'elles soient quantitatives, qu'elles soient quanti ou quali, ou en histoire, ou dans l'historiographie, où on fait justement de l'histoire. C'est pas pour rien que histoire et raconter des histoires, c'est quand même homonyme. Il s'agit de raconter des histoires, et en droit aussi. Il s'agit en fait uniquement de raconter des histoires. Et pourquoi ? Pour convaincre. Donc, la question de la conjecture qui est faite pour convaincre un public ou un autre, là, alors donc, dans la manière de faire,
peut appeler ça méthodologie, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, hein, mais dans la manière de faire, hein, en effet, il y a une convergence, hein, parce qu'il y a une mère, hein, en effet, de tout ça, et c'est la poésie. C'est comme ça que je verrais les choses un peu plus, comment dirais, où justement, du coup, rentre aussi dedans, hein, si on voit les choses comme ça, où rentre aussi dedans la création, justement, artistique. Hein. Donc, sciences sociales, droit et art, hein, pour le dire comme ça, hein, peuvent justement trouver dans la manière de produire, hein, pour des publics différents, avec des fonctionnalités bien sûr différentes. Hein. Encore une fois, le droit, et même ceux qui réfléchissent sur ceux qui font gagner ou perdre un procès, hein, c'est quand même toujours cette matrice, hein, binaire, hein, qui est en jeu. Hein. Mais quand même, au fond, hein, il y a toujours cette question de la latence, la question de la conjecture, hein, et du coup la question de la poésie. Hein. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous.